La seconde intervention va être celle d'Élodie Vaudry, qui est docteur de l'Université de Paris-Nanterre et qui actuellement est conseillère scientifique au Centre allemand d'histoire de l'art. Et donc, elle va analyser les représentations du Pérou dans la revue orientale et américaine, laquelle revue avait été fondée en 1858 par Léon de Rony. Merci, je me connais. Merci tout d'abord pour la présentation, Catherine. Merci aussi pour l'invitation d'Isabelle et de tout le comité organisateur. C'est important pour moi parce que ça fait depuis un peu plus d'1 an et demi, j'ai commencé de nouvelles recherches sur les liens entre l'orientalisme et l'américanisme. Donc c'est une occasion pour moi de présenter ces recherches et donc c'est toujours assez important de les partager. Voilà. Donc je vais commencer par, j'ai commencé donc cette introduction, cette nouvelle recherche par une revue qui s'appelle la Revue orientale et américaine, qui vous voyez que de par son titre lit directement l'Orient dans une perspective très large, et l'Amérique, principalement l'Amérique latine, enfin, qui sera dite plus tard latine. Donc cette revue, qui est éditée de 1859 à 1895, était l'organe de presse principal de la Société d'ethnographie orientale et américaine. Donc c'est une société et une revue par conséquent qui est résolument transdisciplinaire. Donc ce périodique pose dès le premier numéro sa double vocation, on l'a vu, qui est orientale et américaine. L'Orient y était décrit, je cite, comme le berceau des Lumières, les germes de nos cultes, de notre poésie, de nos arts et de nos sciences. Fin de citation. Et l'Amérique était un peu décrite comme un espace doté d'un passé pur, donc il y a toujours cette idée de pureté qu'on va retrouver, d'un espace qui est directement lié à l'Asie et d'un avenir qui est à construire selon les attentes européennes. Encore, c'est très ethnocentré au début surtout. Donc ces deux pôles, l'Amérique et l'Orient, s'expliquaient par la double spécialité des principaux fondateurs, donc Léon de Rony et Edmé François Jomard, mais on verra, il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc, vous avez Léon de Rony ici et Edmé François Jomard. Donc ils portaient tous les deux la casquette d'orientaliste et d'américaniste. Léon de Rony est un spécialiste... il est un des premiers traducteurs du japonais en France et en même temps il est aussi un des premiers à déchiffrer des glyphes mayas. Et Edmé François Jomard faisait partie de la campagne d'Égypte en 1798 et a aussi beaucoup travaillé au développement des recherches sur l'Amérique. Pour le faire très brièvement. Donc cette division, néanmoins cette division Orient-Amérique, n'était pas le seul véritable but de la revue, puisqu'en fait le but c'était au contraire de lier ou d'homogénéiser, disons de réunir je le cite, par une seule force les peuples de races diverses qu'il faudrait homogénéiser, des idées de synthèse à prévaloir. Donc c'était vraiment le but de la revue. Donc la revue orientale et américaine permettait alors de diffuser des études sur les peuples, mais elle préparait surtout l'avenir, au sein duquel les connexions par les nouvelles communications, donc le télégraphe, le transatlantique, le canal de Suez et de Panama, etc., allaient bientôt modifier l'appréhension du monde et la compréhension du monde. On voit bien l'évolution dans cette revue. Et en plus, les recherches archéologiques ou les découvertes archéologiques comme celle de Palenque dans les années 1820, pour n'en citer qu'une, se multipliaient sur le sol américain et posaient des problèmes passionnants comme celui des origines du peuplement de l'Amérique. Les thématiques récurrentes étudiées dans la revue concernaient aussi la linguistique, on a aussi les différentes formes d'écriture, les analogies entre l'Amérique et l'Asie, les différences des caractères humains, les systèmes d'évolution, etc. Donc,
Quand j'ai étudié cette revue, j'ai étudié évidemment les acteurs, les médiateurs, qui connaît qui interagit avec qui devient quoi, etc. C'est encore en cours, mais... donc il y a aussi, là pour cette étude, j'ai étudié des orientalistes au péruanistes, c'est-à-dire comment on passe d'une discipline à une autre, comment on se spécialise, et qu'est-ce que dans sa discipline on garde de l'ancienne spécialisation, donc comment un orientaliste conserve sa méthodologie, son vocabulaire et sa réflexion, comment il peut l'appliquer ou non aux recherches américanistes. Mais aujourd'hui, je ne peux pas tout vous présenter, donc je vais vous présenter les thématiques péruviennes de la revue qui sont récurrentes. Donc les principales thématiques sont la politique, l'art et les mythes et la linguistique. Alors, donc cette revue, elle est créée, on l'a dit, pour diffuser les recherches des membres, principalement de la Société d'ethnographie américaine et orientale. Donc cette société, ici vous avez les membres, résultait de la réunion de la Société américaine de France, constituée en 1857, et de la Société des Amis de l'Orient. Donc elle est fondée, la société, le 26 avril 1859, par 42 personnalités, on l'a vu ici, vous en avez quelques-unes ici, mais... Et elle est désignée Société d'ethnographie américaine et orientale du 24 mai 1859 au 10 octobre 1864. À partir de 1864, elle prend le nom de Société d'ethnographie. Donc, si l'étude exclusive de l'Orient et de l'Amérique motivait la création de la société, les membres manifestaient rapidement le besoin d'élargir le champ de recherche à tout le globe. C'est-à-dire très rapidement, la société et donc par extension la revue étudie tout le globe. Donc ces aspirations initiaient la division de la société en 3 catégories. Là je vous ai mis ces sections ethnographiques, orientales et américaines. Et ces divisions se reflétaient rapidement dans la revue qui incluait à partir de 1865 une section ethnographique, une intitulée l'Athénée orientale et une section américaine émanant du comité d'archéologie américaine fondé en 1863. Bon, en fait, il y a des ramifications tout le temps et c'est un peu un jeu de piste pour reconstituer cette revue. Mais c'est assez intéressant puisque cette dernière division, donc le comité d'archéologie américaine, rassemblait des personnalités telles que Joseph Marius Aubin, Brasseur de Bourbourg, Hyacinthe de Charencet, l'abbé Domenech, Eugène de Beauvoir, Richard Cortambert, etc. Ce sont des noms qu'on retrouve très régulièrement. Et donc la reconstitution définitive d'une association spécialisée sur l'Amérique reprenait finalement le 15 novembre 1873 avec la Société américaine de France. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette revue reflète un peu l'organisation et la désorganisation de ces sociétés, la division, la conjonction, on réfléchit qu'est-ce qui est lié à quoi, est-ce que l'Amérique est liée à l'Orient, puis elle s'indépendantise et puis elle se relie. Voilà, c'est juste un dialogue, un conflit qui est intéressant de comprendre pour ensuite comprendre comment l'américanisme s'est développé au regard ou dans cette conjoncture spécifique. Donc on a aussi que ce dessein premier d'étudier tout le globe et de lier en plus toutes les populations se retrouve avec ce dialogue et se retrouve de manière assez éloquente aussi dans toute la revue. Mais ce qui est encore plus éloquent, je trouve que c'est le titre, on le voit dans la revue, le titre oriental, américaine et orientale, a une différence typographique. Le mot oriental est écrit en plus gros qu'américaine. Donc on voit quand même que, en dépit de cette volonté homogénéisante et d'étudier tout le globe, le mot orient reste quand même prédominant. Donc le but de la Société d'ethnographie et donc de la revue orientale et américaine se résumait en un universalisme assumé, une visée vers un monde fraternel, connecté, au sein duquel l'Européen était, au moins au début, le chef d'orchestre. Donc cette approche est surtout portée par Léon de Rosny. Elle est composée, cette revue est composée essentiellement d'articles et d'études de cas sur l'Orient, surtout, alors l'Orient c'est surtout la Chine et le Japon, mais aussi l'Amérique précolombienne. Alors, un peu, on va le voir, l'Amérique contemporaine,
Donc l'Amérique contemporaine aussi, parce que le périodique publiait la rubrique Nouvelles et Mélanges, qui était destinée aux actualités politiques de ces aires géographiques, ainsi qu'aux dernières parutions éditoriales françaises et étrangères. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment les nouvelles circulent. Donc cette recherche d'unité culturelle et de lien entre les pays se manifestait au sein même de la diffusion de la revue. Cette revue, donc dans son bilan annuel, Léon de Rosny indiquait le succès de cette entreprise éditoriale qui se dotait dès ses débuts de tout un réseau de correspondants internationaux. Donc ce sont des diplomates, des académiciens, des savants, des voyageurs, des négociants, etc., qui réunissaient rapidement et, je dois dire assez efficacement, des informations politiques, ethnographiques, artistiques de nombreux pays. Donc les sources de la revue étaient donc de première main et les articles publiés se devaient être inédits, comme l'avait édicté un arrêté du 21 octobre 1859 du Conseil de la Société d'ethnographie. Donc cette revue est éditée par la maison Chalamel-Aîné à Paris. Elle paraissait tous les 5 du mois, les 10 premières années, puis tous les 3 mois à partir de 1869. Sa diffusion s'effectuait en France, mais aussi à l'étranger, dans toute l'Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et en Océanie. Il y avait quand même un succès un peu important, puisque la première année, en 1859, elle est diffusée à 300 exemplaires, et 1 an plus tard, le tirage avait doublé, et la moitié était destinée à l'étranger. C'est quand même très conséquent pour l'époque. Donc c'est une... J'ai choisi de vous faire une introduction sur cette revue pour vous présenter un peu le panorama. Et là, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les représentations différentes du Pérou dans cette revue. Alors ça, ce sont les thématiques générales développées, récurrentes, disons, dans la revue. Donc les langues et les écritures, les origines de l'homme en Amérique. Ça, c'est un peu mélangé parce qu'en fait, il y a une évolution aussi des thématiques dans la revue sur une 50aine d'années. Mais les principales thématiques concernant le Pérou sont la politique, les arts et mythes et la linguistique. On va commencer par la politique. Donc, parce que dans la catégorie Nouvelles et mélanges de la revue orientale et américaine, c'est intéressant, les lecteurs étaient tenus informés des actualités politiques et économiques du Pérou. Dès 1859, donc dès la première année, dans la sous-rubrique Chroniques américaines, alors que les comptes étaient tenus sur les exportations du guano en Europe, les conflits entre le Pérou et l'Équateur suscitaient l'intérêt, particulièrement quand le ministre chilien intervenait pour faire le médiateur entre les deux pays. En 1860, les déboires péruviens continuaient de préoccuper les membres de la Société d'ethnographie orientale et américaine, notamment au sujet des ruptures diplomatiques entre le Pérou et la Bolivie dans le cadre de la guerre du Guano. Les incessants conflits péruviens conduisaient à des aléas diplomatiques entre les gouvernements français, espagnols et états-uniens. Et en 1860, le Pérou occupait l'Équateur et la situation suscitait l'effroi chez les Européens. Il y a un article de Charles Gay qui en témoigne en 1860, je vais le citer rapidement. « La guerre civile règne en permanence. Les troupes péruviennes viennent d'évacuer l'Équateur qui reste plongé dans toutes les horreurs de l'anarchie. Il y a 2 ou 3 gouvernements en présence dont les 2 principaux occupent Quito, dans l'intérieur, et Guayaquil sur la côte. À Lima, capitale du Pérou, les assassinats se succèdent avec une effrayante rapidité. La terreur est partout et la police nulle part. » Fin de citation. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est les faits réels et la distance prise avec ces faits, comment c'est raconté et surtout comment c'est fantasmé, puisque ce sont des récits qui se disséminent ou qui se tissent tout au long de la revue. Donc, en 1861, donc 1 an après, c'est l'assassinat du président, le général Castilla, qui était l'objet de toutes les conversations. Le correspondant Léon d'Albano décrivait, avec un peu de la verve et du dégoût, la situation de désordre qui régnait au Congrès. Et il décrivait aussi l'enquête pour retrouver le meurtrier. Donc là, on est vraiment dans un discours à la Agatha Christie, c'est assez passionnant. Bien que ces faits d'actualité occupent plusieurs pages de la revue pendant 3 ans, il n'en sera plus question par la suite. Cette revue fonctionne par mode aussi. Il y a des intérêts qui s'effacent très rapidement et qui reviennent ou pas. Donc les études
l'actualité sur le Pérou de l'époque est assez fascinant puisqu'il montre, la rapidité, la différence entre un discours qui porte sur les actualités et qui est largement fantasmé, un peu aussi désillusionné. On ne s'attendait pas à ça du Pérou, puisque quand on lit les articles sur le Pérou préhispanique, on a la vision d'un Pérou fantasmé, idéalisé, construit. Donc on a deux visions dans cette revue, la vision des Européens qui se confrontent à la réalité péruvienne. Et c'est assez fascinant de voir s'entrechoquer ces deux visions. Donc pour les autres visions, on a les arts et mythes. Et là aussi, la frustration des membres de la Société d'ethnographie orientale et américaine à l'égard de la conjoncture politique contemporaine péruvienne se choquait à leur appréhension d'un Pérou ancien, précolombien souvent, qu'ils décrivaient comme un espace édénique, un paradis. Ainsi, Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, décrivait en 1859 les émeraudes et leur culte en Amérique, particulièrement dans les Andes. Lorsqu'il comparait leurs exploitations et leur symbolisme au Mexique, en Nouvelle-Grenade et en Amérique du Nord, l'auteur mettait l'accent sur le cas péruvien. Je vais vous le citer rapidement sa description. Les émeraudes étaient peut-être encore plus recherchées au Pérou que dans le Mexique. Atahualpa en possédait une quantité vraiment prodigieuse. Dans tout le Pérou, les émeraudes étaient travaillées avec une habileté d'autant plus extraordinaire que les Aymaras et les Quechua ne possédaient aucun des instruments d'acier qui chez nous facilitent ces opérations. L'émeraude jouissait d'une telle faveur dans l'Empire Inca qu'elle avait été divinisée. Fin de citation. Donc l'auteur, tout en s'appuyant sur des références historiques, comme Juan López de Velasco ou Cieza de León, là aussi c'est intéressant de voir qui est cité régulièrement, quelles sont leurs sources. Donc l'auteur s'employait à décrire la mythologie péruvienne liée à cette pierre précieuse, mais s'attachait surtout à décrire les richesses inexplorées du Pérou et les dégâts irréversibles effectués par les Espagnols lors de la conquête. Donc cette idée de l'Eldorado péruvien mêlée à un sentiment de perte et de trésor, perte de trésors et d'histoire humaine se retrouvait dans les mots du comte de Sartigue. Dans son article « L'antique cité de Choquequirao au Pérou », publié en 1878 dans les actes de la Société d'ethnographie, il décrivait avec admiration les richesses naturelles péruviennes et expliquait que, je cite, « Les Andes sont remplies de mines d'argent, d'or et de cuivre dont les gisements sont tenus secrets par les Indiens qui les connaissent. » Fin de citation. Donc on cultive ce mystère, cette idée de richesse. Quelques lignes plus loin, ce comte de Sartigue, tout en narrant son expédition pour découvrir cette cité, l'a dépeignait comme un paradis, comme un espace de paradis social. D'après lui, je le cite, les maisons témoignent d'un état notable de bien-être chez leurs habitants. On sent bien là la demeure d'un peuple dont l'existence était ordonnée, réglementée, conventuelle, d'une civilisation où tout était prévu, où rien n'était laissé à l'initiative privée. Fin de citation. Donc c'est vraiment l'idée d'un monde communautaire et harmonieux qui revenait régulièrement sous la plume des auteurs de la société. José Samper, par exemple, ancien député de la Confédération grenadine, retranscrivait déjà dans son article en 1861 ses impressions d'une civilisation ancienne péruvienne, exemplaire dans son concept de communauté et de structure sociale. Il écrivait que, je cite, « Les populations ou peuplades appartenant à ces races, surtout les Chibchas, cultivaient la terre, bâtissaient des maisons, des temples, des palais, des grandes villes, maintenaient de très bons chemins, connaissaient beaucoup d'art, pratiquaient le régime des greniers publics, etc. » Enfin, c'est l'éloge de la société idéale. Donc, outre les appréhensions d'un Éden péruvien, les membres de la Société d'ethnographie se concentraient aussi sur des civilisations, particulièrement sur celle de Tiahuanaco, près de Cusco. Charles Schöbel, par exemple, dans son compte-rendu des derniers ouvrages de Brasseur de Bourbourg, affirmait que les Incas de Tiahuanaco étaient en réalité des Chichimecs de Mésoamérique, émigrés dans le cône sud. Ça, c'est passionnant aussi, puisque donc, les Chichimecs, pour revenir, c'était les civilisations de Mésoamérique qui auraient colonisé la Mésoamérique. Voilà.
Et donc il y a cette idée qu'il y a une connexion permanente entre la Mésoamérique et l'ère andine dans la revue, et que la Mésoamérique est celle qui a la mer qui a enfanté toutes les civilisations du cône sud. Voilà. Donc cette filiation se justifiait, selon l'auteur, par l'établissement au Pérou du même culte du soleil que celui des Chichimeques et des Toltecs au Mexique. Donc ce texte montre clairement d'une part la polarisation des recherches américanistes, déjà qui se dessine entre le Mexique et le Pérou, ou plus généralement la Mésoamérique et l'ère andine, et d'autre part les travaux sur les liens migratoires entre les deux aires géographiques. Ce dernier aspect met déjà en lumière l'idée naissante et récurrente dans la revue, donc que les civilisations mères étaient celles du Mexique, et que les autres peuples de l'Amérique, donc principalement du Pérou, provenaient de ce premier noyau mexicain. En 1876, le site de Tiahuanaco faisait aussi l'objet d'un article de Léon de Rosny dans le premier tome de l'année 1876. Le directeur de la revue décrivait le parcours d'Auguste le Plongeon au Mexique, puis au milieu des derniers vestiges de la civilisation monumentale de l'Empire Inca. Donc cet Auguste le Plongeon a visité pendant 8 ans les ruines monumentales du Pérou, qu'il considère en général comme très inférieures, je cite, à celles de l'Amérique centrale, à la seule exception de celle de Tiahuanaco. Fin de citation. Donc, encore une fois, cet explorateur, Auguste le Plongeon, considérait que les ancêtres de Manco Cápac provenaient de Xibalba ou Mayapan, en Mésoamérique, qu'il qualifiait de mère patrie. Donc ça, c'est la première partie, on voit les essais de filiation. Et ces essais de filiation, on les retrouve aussi dans les études sur la linguistique. Donc cette recherche de lien entre les deux horizons civilisateurs de l'Amérique précolombienne, la Mésoamérique et l'ère andine, préoccupait les auteurs, on l'a vu. Mais ces considérations se manifestent également dans les études sur le langage et les écritures anciennes. Et le Pérou suscitait d'autant plus l'intérêt des esthètes que peu de manuscrits précoloniaux étaient connus à l'époque. Donc les attentions se concentraient surtout sur le quipou. En 1860, Joseph Marius Aubin étayait ses recherches sur le Mexique par des analogies avec le Pérou. En reprenant les affirmations de José da Costa, donc ce missionnaire du Pérou et du Mexique du XVIe siècle, il écrivait que, je cite, « Les Péruviens ne se servaient pas de lettres, de caractères, de chiffres ou de petites figures comme les Chinois et les Mexicains. Ils suppléaient aux défauts d'écriture ou de lettres, en partie, comme ces derniers, par des peintures plus grossières au Pérou qu'au Mexique, en partie et surtout par des quipous de fils et de petites pierres servant à apprendre ponctuellement ce qu'on peut retenir de mémoire, ce qu'on ne peut retenir de mémoire. » Donc Léon de Rosny abordait de nouveau le sujet en 1876 lorsqu'il expliquait que le quipou représentait une obligation instaurée par les Incas pour faire oublier aux populations les deux systèmes d'écriture péruviens anciens, le figuratif et le phonétique. Donc il y a beaucoup d'articles sur cette idée du quipou, mais en 1880, donc là on a déjà parcouru presque 30 ans, Alphonse Castin revenait sur le quipou et le désignait comme un élément unique du Pérou. Selon lui, je cite, le quipou n'est pas une écriture, c'est simplement un procédé mnémonique rappelant des faits généraux, des chiffres, des qualificatifs, des notions vagues et fournissant des points de repère aux traditions que se transmettent de vive voix les historiographes fort nombreux et assez instruits. Fin de citation. Donc à travers le quipou, on a cette recherche de pureté. Qu'est-ce qui est pur au Pérou? Qu'est-ce qui est pur en Amérique latine? Et qu'est-ce qu'on peut en extraire et comment on peut le penser, l'instrumentaliser, l'étudier, l'analyser et comment on peut le connecter à d'autres principes d'écriture ou de transmission de données avec d'autres civilisations. Donc ces recherches sur les langages péruviens attirent également les auteurs de la revue, comme Hyacinthe de Charancey, qui complétait en 1859 les recherches linguistiques, notamment celle de Stenthal, avec ses études sur les langues de l'Amérique latine. Là aussi, c'est très intéressant de comprendre la linguistique, parce que qu'est-ce qui était déjà fait par les Allemands, par les Européens et par, plus généralement par des spécialistes de la linguistique, et comment les recherches sur l'Amérique latine viennent compléter ou
ou pas d'ailleurs, les recherches sur la linguistique, comment elles viennent se répondre et comment les recherches sur l'Amérique viennent modifier parfois des études de schèmes linguistiques qui étaient déjà en cours. Donc, Hyacinthe de Charancet comparait alors des structures polysynthétiques du quechua, du péruvien et de l'arauco avec des idiomes basques et canadiens. Alors là, il adore ça dans la revue, publier des tableaux ou des textes comparatifs pour analyser les morphologies linguistiques. Donc là, Hyacinthe de Charancet qualifiait les morphologies linguistiques latino-américaines de riches, dont les particularités pouvaient nourrir conséquemment la discipline. Il démontrait même la supériorité de la langue du Pérou qui s'expliquait selon lui, je cite, parce que la nation péruvienne était la plus policée de toutes celles du Nouveau Monde. Fin de citation. Ces travaux n'étaient pas isolés puisque les annonces de nouvelles publications dans la revue orientale et américaine révélaient des ouvrages sur la linguistique sud-américaine, tels que les essais de grammaire et de dictionnaire quechua, écrits par Clément Markham en 1864. Finalement, ces études sur les langages s'ancraient directement dans les attentes de la revue et particulièrement celles de son fondateur le plus actif, Léon de Rosny, à savoir la recherche d'une langue adamique, donc la langue d'Adam et Ève, et par ce biais les analogies des mots et des structures de phrases entre les différentes civilisations passées et présentes. Par ces fiches ici, ou par des tableaux, on intègre petit à petit le quechua, l'aymara, ou toutes les langues anciennes latino-américaines, enfin d'Amérique latine, et on les compare, on les intègre dans les études linguistiques. Ça, c'est très intéressant comment l'intégration se fait progressivement, comment on essaye de lier le mot mère en aymara au mot mère en japonais ou en chinois. Et c'est ça, cette idée de lier toutes les langues pour voir, il y avait cette croyance ou cette volonté de croire qu'il y avait une toute première langue, la langue d'Adam et Ève, et donc cette proto-langue, comme l'appelait Léon de Rosny, il fallait essayer de la comprendre, et on avait fait de très bonnes recherches en Orient, mais comme elles avaient été infructueuses, on s'est dit que comme l'Amérique elle a été pure ou isolée du reste du monde pendant longtemps, on va trouver des réponses à cette proto-langue en Amérique. Voilà. Donc pour conclure, cette étude, qui est évidemment lacunaire, il en manque encore beaucoup, mais je trouve ça intéressant parce qu'elle pose déjà quelques jalons pour l'appréhension conceptuelle et méthodologique des débuts de l'américanisme institutionnel en France. Il faut voir aussi que dans cette revue, on a les bases, comment le Congrès des américanistes en 1875 utilise le premier Congrès des orientalistes en 1873 comme base, par exemple. Comment les mêmes reprises aussi du vocabulaire entre l'un et l'autre, entre les unes des disciplines. Donc cette discipline naissante, qu'est l'américaniste, avait forcément la nécessité de puiser dans des sources antérieures, comme l'orientalisme, pour faire face au continent américain, alors peu connu des Européens. Donc les prémices des processus théoriques américanistes, dans le prisme entre autres de l'Orient, tout comme les premières hésitations sémantiques pour décrire les monuments précolombiens, on cherche le vocabulaire, comment on les décrit, quels sont ses motifs, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on utilise comme vocabulaire, manifeste de manière sensible les difficultés vécues par ces acteurs pour élaborer un corpus d'outils scientifiques propres au contexte américain. Donc l'analyse de la revue orientale et américaine donne aussi des clés pour comprendre la polarisation Mexique-Pérou ou Mésoamérique andine, toujours actuelle des études américanistes en France. Les conjonctures des pays respectifs, les découvertes archéologiques et les échanges diplomatiques entre l'Hexagone expliquent ces deux directions d'emblée pour le Mexique et le Pérou. Il y a toute une conjoncture beaucoup plus complexe qui justifie ces deux polarisations. En plus, il est notable de souligner la hiérarchisation établie par les auteurs entre le Mexique et le Pérou. Bien que de rares cas soulignent la supériorité péruvienne, la majorité des auteurs décrivaient les civilisations mexicaines comme les mères des peuples péruviens. Cette perception biaisée s'est probablement accrue avec la mission mexicaine en 1864, qui occupait les financements et les esprits de l'époque et qui offrait davantage de connaissances sur le Mexique. Le Pérou, alors en guerre avec l'Équateur, était alors mis de côté.
Ce contexte de conflit péruvien justifiait peut-être le centrage dans la revue des études sur le passé colonial du Pérou. On préférait se concentrer sur l'ancien que sur l'époque contemporaine du Pérou, enfin dans la revue. Donc les civilisations, dans la revue, les civilisations péruviennes contemporaines n'étaient que peu abordées ou seulement dans le cadre de nouvelles politiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Ces prises de position augmentaient probablement les appréhensions fantasmées et nostalgiques d'un espace andin déchu au passé édénique et à jamais perdu. Voilà, merci.